c'est les anciennes usines d'ocre de la région, parce que ces 3 bâtiments que vous allez visiter sont les anciennes usines d'ocre du 19e siècle. Les villages ont été construits autour des usines d'ocre. Et donc au 19e siècle, c'était vraiment très important, c'était une grande industrie. Il y a les mines de Brioux qui sont au-dessus, qui sont des mines d'extraction de l'ocre. Et puis il y a le village de Roussillon, ces grandes falaises, c'est l'ocre. Bonjour à tous et bienvenue dans Be My Guest, l'émission dédiée à l'automobile et aux nouvelles mobilités. En ce début d'année, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et d'épanouissement personnel. Pour démarrer 2023 en beauté, j'ai le plaisir de vous emmener à la découverte d'un lieu exceptionnel niché au cœur du Luberon qui accueille une exposition non moins exceptionnelle de Porsche 911. Cette exposition intitulée Lumière sur 60 ans de Porsche 911 regroupe 40 modèles emblématiques qui retracent l'histoire de la Porsche 911. L'exposition est gratuite. Vous pouvez la découvrir jusqu'au 22 janvier à Gargas, dans le Vaucluse. C'est de 17h à 21h30 et c'est juste fabuleux. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans Be My Guest Régis Mathieu, lustrier d'art, j'ai envie d'ajouter, artisan d'art, designer, artiste, esthète, collectionneur et amateur éclairé d'automobile également. Bonjour Régis. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous dans ce cadre absolument sublime. Nous sommes dans une ancienne usine d'ocre. C'est ça. C'est un endroit que vous avez voulu féerique et ouvert au public. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors féerique, ça l'est par notre métier. Évidemment, les lustres, tous ces lustres éclairés, on a un moment de féerie. Vous avez des lustres autour de moi qui vont du Moyen-Âge à la fin du XXe siècle et ça crée de suite une féerie. L'usine d'ocre, c'est important parce que quand je me suis installé ici il y a 20 ans, j'ai eu la chance de pouvoir, dans le Luberon, en plein centre du Luberon, à côté d'un petit village qui s'appelle Gargas, restaurer d'anciennes usines d'ocre et je me suis engagé vis-à-vis de la mairie de conserver les usines d'ocre et d'y déménager après nos ateliers de lustrerie qui étaient à Marseille. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ces usines d'ocre ? Le volume. Le volume et le fait que ces murs soient rouges et qu'on ait de grands volumes. Pour le lustre, c'est l'idéal. À la fois, on sort le lustre de son décor, donc il existe par lui-même. Il y a 20 ans, je me rappelle, quand j'ai déménagé ici, on était en train de restaurer le grand foyer de l'Opéra de Paris, du Palais Garnier. Et les lustres dans le Palais Garnier semblent tout à fait normaux, dorés, dans un décor somptueux, Napoléon III. Alors quand ils sont arrivés ici, ils sont devenus contemporains. On voyait le lustre, on voyait son dessin, sa création, l'inspiration de Charles Garnier. On avait des lustres extrêmement modernes. Donc on dissocie l'objet de sa fonction et de son décor et on a une communion avec l'objet. Et c'est ça qui est important pour moi. Et donc quand j'ai vu ce terrain neutre, ces grands bâtiments tout rouges, j'y ai vu de suite nos luminaires. En plus, les bâtiments étaient complètement effondrés et donc baignés par le soleil. C'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit avant, c'était des endroits qui étaient un peu lugubres. Moi, tout ce qui était effondré par rapport aux orientations du soleil et aux lumières qu'on a besoin pour travailler, j'ai mis de grandes baies vitrées. Donc il y a beaucoup plus de baies vitrées qu'à l'époque, mais ça participe à la féerie de jour parce qu'on y est très bien dans ce lieu très très lumineux avec beaucoup de lumière et de soleil. Et la lumière du sud de la France, elle est unique. Et à la fois de nuit, toutes ces grandes fenêtres deviennent des miroirs. Et alors là, c'est la féerie la plus complète. Alors la lustrerie Mathieu est une référence mondiale. Vous avez des clients prestigieux, vous avez cité l'Opéra Garnier, il y a également le Château de Versailles, tout récemment l'Hôtel de la Marine sur la place de la Concorde, où vous avez d'ailleurs ouvert un nouvel atelier. Alors oui, on a beaucoup de chance de pouvoir avoir un atelier dans l'Hôtel de la Marine parce qu'en termes d'énergie, c'est extraordinaire. Nous sommes dans les ateliers qu'avait Louis XVI où il faisait restaurer ses objets. Avant d'être l'Hôtel de la Marine, c'était l'intendant du garde-meuble, le garde-meuble royal. Et c'est là où il y avait tous les bijoux de la couronne ainsi que le mobilier de la couronne. Et sous Louis XVI, c'est là que logeait l'intendant du garde-meuble. Il y avait la cour des ateliers et les ateliers. Donc nous avons eu la chance de réouvrir les ateliers du garde-meuble et d'y mettre des ateliers de restauration de lustres. Actuellement, nous travaillons pour la chambre de l'empereur au château de Rambouillet et beaucoup d'endroits où peut-être que des luminaires du XVIIIe ont déjà été restaurés et reviennent aujourd'hui pour une nouvelle restauration.
Et comme ici, on a cette notion de partage avec le public, c'est ouvert au public dans la visite de l'hôtel de la Marine. Alors vous avez créé ici un musée, parce que je l'ai dit au début, vous êtes collectionneur de lustres notamment, vous avez ouvert un musée qui regroupe je crois 600 ans d'histoire. Oui, c'est ça, du Moyen-Âge à aujourd'hui. Donc musée, pourquoi? Parce que si vous voulez, quand vous avez un bâtiment d'atelier, puis ce deuxième bâtiment que j'ai créé il y a 10 ans, j'ai mis ma collection de lustres anciens que je ne voulais pas vendre. C'est une collection qui me servait à travailler, à avoir des modèles et à comprendre la patine, la restauration, etc. Donc j'ai acquis comme ça énormément de lustres que je ne voulais pas vendre. Et comme le public venait ici pour acheter des lustres, je me suis dit, je vais marquer musée sur la porte, on arrêtera de me demander les prix. Et puis, le public est venu pour voir le musée. Donc forcément, il a fallu que je me donne un peu de mal pour créer une scénographie, raconter une histoire. Et c'est comme ça que j'ai raconté l'histoire des lustres à travers ces collections et que j'ai acheté des lustres pour ça. Puis quelques années après, j'ai eu plus de 1000 lustres, donc ça devenait compliqué comme collection à garder. Et à ce moment-là, ce que j'ai fait, j'ai vendu, ou je vends aujourd'hui une partie de cette collection ancienne, mais je continue à l'exposer de manière chronologique pour que le public puisse rentrer dans le musée et quelque part, en une demi-heure de temps, un tour du musée, avoir lu un livre sur l'histoire du lustre. Alors la lustrerie Mathieu est labellisée entreprise du patrimoine vivant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une entreprise du patrimoine vivant? Entreprise du patrimoine vivant, c'est un joli concept de l'État français qui est apparu il y a quelques décennies maintenant, où l'État va protéger certaines entreprises dont le savoir-faire est rare. Et quelque part, il y a des audits réguliers, on a quelques aides et ils vont vérifier que la moyenne d'âge ne soit pas trop âgée par exemple et que le savoir-faire se perde ou ce genre de choses. Et c'est aussi une fierté d'avoir ce label entreprise du patrimoine vivant comme on a les trésors vivants au Japon. Et quelque part, nous avons été une des premières entreprises à être labellisée entreprise du patrimoine vivant et nous étions très fiers à l'époque d'avoir ce label. Mais nous avons énormément de labels, de prix, de labels et prix étrangers. On est très peu de lustriers en fait, donc le grand lustrier, c'est très photo, télégénique, etc. Donc on a beaucoup de chance à ce niveau-là. Donc vos équipes sont composées d'artisans d'art, c'est du Made in France? Alors c'est complètement du Made in France, c'est du Made in France aussi dans la culture et le savoir-faire parce que ce sont des métiers qui remontent vraiment au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, ce sont nos spécialités et nous avons des contrats avec des lieux comme le château de Versailles pour rééditer à l'identique les objets du château de Versailles, estampillés avec une couronne comme une manufacture royale et donc on préserve aussi ce savoir-faire et ces modèles et de ce Made in France, ça part dans le monde entier. Et quelque part, nos clients, qu'ils soient chinois, américains, deviennent des mécènes en fait, de l'État français parce que grâce à leurs commandes, nous restituons une part de ce chiffre d'affaires à l'État français. Alors la lustrerie Mathieu restaure des luminaires, vous l'avez dit, de châteaux, de musées, etc. Recrée également des luminaires qui ont pu disparaître, mais aussi crée donc des luminaires contemporains. Alors quand on est restaurateur, il faut absolument qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on va restaurer demain. Et pour qu'on restaure quelque chose demain, il faut bien qu'on le crée aujourd'hui. Ce qui est aussi le trait commun de cette collection de lustres anciens que vous avez autour de vous, c'est qu'en fait tous ces lustres sont extrêmement contemporains. Mais ils ont été contemporains à leur époque. Et quelque part, le fait d'être contemporain aujourd'hui, ça m'intéresse. Et j'ai l'impression d'écrire un petit peu les pages des arts décoratifs en créant des luminaires contemporains, mais dans une tradition. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas besoin qu'ils soient extrêmement modernes ou extrêmement, je ne sais pas, provocateurs par exemple pour être contemporains. Mes luminaires sont une espèce de tradition avec le savoir-faire ancestral, l'inspiration ancestrale qui s'oriente toujours du baroque au néoclassique si vous voulez, c'est-à-dire du rangé. On a compris que la nature est faite que de rectangles, de lignes droites et de triangles. Et puis au bout de 10 ans de ça, on en a vraiment marre des lignes droites et des triangles. Et on se dit, la nature, elle est asymétrique, elle part dans tous les sens, etc. Et quelque part, mes collections suivent ça. Donc vous avez des collections en rapport avec l'espace, qui sont des grands cubes de cristal de roche, des rectangles, des ronds, des orbites, des Saturnes, etc. Et puis vous avez une collection qui a un rapport avec le 20 milieux sous les mers, où vous avez des méduses, on est très baroque, des cristaux qui se partent dans tous les sens, des tentacules, etc. Et puis ma dernière création, qui est un grand arbre qui aurait poussé chez vous. Et donc là, vous avez des branches, des feuilles, des fleurs, et on est complètement dans le style baroque, mais revu aujourd'hui, et aussi toute une possibilité de créer des pièces uniques, car à chaque fois qu'on démonte et qu'on remonte ces lustres, ils sont différents. Ils sont faits à partir de pierres semi-précieuses, comme à l'époque, donc du quartz noir, donc ils sont uniques par les matériaux. Et enfin, ils sont
plus lié à l'architecture d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, un lustre était mis dans un lieu dans lequel on avait une grande hauteur sous plafond. Aujourd'hui, mes clients new-yorkais, singapouriens, hongkongais me commandent des très grands lustres pour une salle à manger dans un appartement. Et donc on a 2,50 m de hauteur sous plafond et il faut inventer le lustre qui fait 1,50 m de diamètre et qui fait 40 cm de haut. Et donc voilà mes dessins à quoi ils ont commencé à servir. Et aujourd'hui, le luminaire contemporain dans notre fabrique, c'est plus de la moitié du chiffre d'affaires. Et nous avons fourni toutes les boutiques Chanel, Cartier, Louis Vuitton, Chaumet, Vacheron Constantin, enfin j'en oublie sûrement qui m'excusent. Mais on a vraiment une référence dans les luminaires contemporains aujourd'hui. Et quelle est votre source d'inspiration? Quand vous prenez une feuille blanche? C'est la feuille blanche, ouais, c'est la nature en fait. C'est à la fois, pour moi la source d'inspiration elle est assez simple. Je me lève le matin, dans ma tête le lustre est fini, et puis si je dors 2 nuits dessus, j'ai en plus réglé tous les problèmes de conception, puisque j'ai à la fois l'atelier et la création dans la main. Mais je dirais que comme j'ai un regard avec ce musée sur l'histoire des lustres, j'essaye de positionner juste ma contribution à l'histoire des lustres, parce que vous avez dit, il y a 5 siècles d'histoire autour de nous. Quelque part, je suis quoi, moi, avec 20 ou 30 ans de création dans 5 siècles d'histoire? Et je dois être juste. Donc, j'essaye je dirais que j'essaye dans ma création d'être un petit chapitre dans cette histoire et de ne pas être quelque chose qui n'a aucun intérêt. Donc, et c'est amusant parce qu'avant de créer ce nouveau bâtiment, où je vais vous emmener dans pas longtemps, mes créations étaient à la fin du musée. C'est-à-dire que j'avais vraiment la notion qu'on commence au Moyen-Âge et qu'on arrive à aujourd'hui avec mes créations. Je suis content qu'elles soient parties du musée, parce que j'avais l'impression qu'elles étaient déjà muséales, alors que j'ai envie qu'elles soient très contemporaines. Voilà, qu'elles soient modernes, que vous les emmenez chez vous en vous disant voilà, j'ai trouvé le lustre que personne n'a, ça déchire, je vais mettre ça chez moi, plutôt que plutôt que de se dire ben, j'achète ce lustre parce qu'il est dans un musée. Alors l'exposition qui a lieu jusqu'au 22 janvier, qui se tient ici jusqu'au 22 janvier, s'intitule Lumière sur 60 ans de Porsche 911. Alors quel est le trait d'union, j'utilise le mot très volontairement, le trait d'union entre les lustres et la 911? Est-ce que c'est justement le dessin, le coup de crayon? Alors, la 911, moi c'est un produit que je trouve absolument fou. J'en ai rêvé quand j'étais enfant, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs. On nous a mis ces jouets quand on était petits dans nos berceaux, donc forcément on a été obligé de jouer avec. En tant que créateur et designer, en tant que patron d'une entreprise familiale, je suis très attaché à ces maisons qui créent quelque chose et qui arrivent à le faire durer. En termes de durée, 60 ans de la même voiture, c'est unique. Hein, on a beaucoup de marques qui ont fait des revivals ou qui reviennent avec des choses qui sont sorties de leur carton. Et qui a conservé son ADN pendant 60 ans. La 911, elle a conservé son ADN, cette espèce de drôle d'architecture qui nous vient de la coccinelle quand même. On a tendance à l'oublier, mais la 911 n'est qu'une coccinelle améliorée. Et en fait, on pourrait dire que depuis les années 30, c'est un trait d'union et que les ingénieurs, parce que c'est vraiment une voiture d'ingénieur, avec un dessin subtil et malin qu'on est arrivé à faire évoluer, c'est-à-dire que dans la rue, quand on va passer une 911, n'importe quelle catégorie, n'importe quel modèle, n'importe quelle couleur, tout le monde sait que c'est une 911. Et ils sont arrivés à faire évoluer ça et continuer à gagner toutes les courses, du rallye au Paris-Dakar, aux 24 heures du Mans. C'est phénoménal. C'est non seulement une réussite esthétique, mais une réussite d'ingénierie également. Complètement. Et c'est ça qui me touche dans cette marque. Mais je dirais que c'est pas la 911 qu'il faut dire. Pourquoi des voitures et des lustres? Comme ça, on met de côté le côté génial de cette auto. La première exposition que j'ai faite ici au musée, c'était Bugatti, voilà. Encore une famille géniale d'artistes, un peu comme la famille Porsche, hein, où il y a plusieurs générations qui se sont succédées, qui ont marqué vraiment l'automobile. Pourquoi les luminaires et les autos? Si ce n'est la place géographique. Donc moi j'utilise le plafond et ils utilisent le sol. Donc on cohabite très bien, on ne se gêne pas, et quand je rentre dans ces grands lieux de lustres, le sol est vide. Donc je suis très très heureux de mettre une voiture pour refléter mes lustres. Mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'aujourd'hui on fait une erreur, et je pense que les gens qui nous écoutent vont comprendre de quoi je parle. Le déplacement et l'automobile, c'est pas la même chose. Quand on saura se déplacer par, je sais pas, téléportation pour ceux qui regardaient les films de science-fiction quand ils étaient jeunes, ou par des voitures électriques complètement autonomes, est-ce que l'automobile aura disparu? On a arrêté de se déplacer avec des chevaux au début du XXe siècle, on n'a pas éradiqué la race.
Si vous voulez, pour moi, l'automobile de luxe, la belle automobile, n'a rien à voir avec le déplacement. C'est une œuvre d'art? C'est une œuvre d'art, c'est une œuvre d'engineering, c'est un positionnement social, c'est un bel objet. Si vous voulez, aujourd'hui, quand on veut savoir exactement l'heure qu'il est, on regarde son téléphone plus sa montre. On n'a jamais autant vendu de montres mécaniques qu'aujourd'hui. Donc je n'ai pas de souci avec l'avenir de l'automobile si on sait lui conserver sa place de bel objet, d'extension en fait de notre personnalité, de rapport avec le sol. Enfin, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il y a quelque chose de viscéral et d'important avec son automobile qui n'est pas forcément la possibilité d'aller faire des courses ou d'emmener les enfants à l'école. Je pense que demain, on emmènera les enfants à l'école, on ira faire les courses avec autre chose qu'une automobile et qu'on aura toujours envie d'automobile. Et que la 911 a donc une longue vie devant elle. Mais une longue vie en tant qu'objet dans un salon? Ou alors quand même sur les routes, ça se conduit, 911? Bien sûr sur les routes, c'est-à-dire que les montres aujourd'hui, elles ne sont pas dans des coffres, elles sont à nos poignets. Et pourtant, on ne s'en sert plus vraiment pour regarder l'heure. Pareil pour l'équitation. Aujourd'hui, on va faire de l'équitation, pas forcément pour aller d'un point A à un point B. Mais je pense qu'il y aura toujours une quantité de gens qui vont vouloir conduire et prendre du plaisir à conduire et avoir une auto qui se conduit, et puis des quantités de gens qui auront envie de se déplacer d'un point A à un point B sans conduire, se laisser porter par l'électricité et l'ordinateur en toute sécurité et s'asseoir dans un volume avec 2 sièges et se déplacer, un peu comme un train si vous voulez. Donc la belle automobile, il faut lui rappeler ça pour savoir pourquoi on l'achète. Et quelque part, ça c'est très lié avec les lustres. Quand j'ai repris cette entreprise en 1992, les lustres n'étaient plus du tout à la mode. Les gens ne s'éclairaient plus avec des lustres. Et je me suis dit, je m'en fous que les gens ne s'éclairent plus avec des lustres. On va accrocher quoi au plafond? On va mettre quoi au centre de la pièce? Et je me suis dit, il faut qu'on refasse de beaux lustres qui s'éclairent eux-mêmes et qui sont de belles œuvres d'art pour aller plus loin. Mais ça m'a demandé un petit peu d'analyse. Et quand j'ai commencé à faire ça, j'ai été complètement raccord avec l'histoire. Au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, un lustre, c'est pas du tout pour s'éclairer. Un lustre, c'est comme pour vous, quand vous portez un bijou. C'est quelque chose pour magnifier. Et c'est pas du tout quelque chose pour s'éclairer. Et quand avec l'électricité, les arts déco, le XXe siècle, etc., on a commencé à s'éclairer avec des lustres, on a trouvé que l'objet ne servait à rien, il n'était pas pratique, il n'était pas joli, il ne faisait pas une jolie lumière, il est tombé complètement en désuétude. D'où l'entreprise de mes parents qui a fermé. Et moi, je suis revenu en 1992 en disant non. C'est un objet que je veux vendre, moi. C'est-à-dire que mon lustre, il ne sert à rien, il coûte très cher, il y a un long délai pour l'avoir, mais vous allez vraiment être heureux avec lui. Et c'est ça, l'automobile, aujourd'hui, pour moi. La passion automobile, c'est comme les lustres, c'est dans les gènes. Est-ce que c'est une passion de famille? Alors non, pas du tout de famille, bien au contraire. Je crois que dans ma famille, on ne la comprend toujours pas. Alors, par vos enfants. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Je l'ai transmise. Donc mon épouse a été obligée d'être passionnée par l'automobile parce qu'on s'est rencontrés quand on avait 15 ans et on avait une mobilette. Donc les premières automobiles ont été les bienvenues. Et puis les enfants sont nés dans ces très belles automobiles et partagent vraiment. Le mot partager est important. Partage avec moi. Donc ma fille, pour son mariage, a voulu se faire offrir une automobile ancienne. Mon fils est pilote professionnel. Donc j'ai vraiment passé le gène. Mais j'ai passé le gène du bel objet. C'est-à-dire que c'est un peu comme moi, j'ai toujours économisé de l'argent sur la voiture de tous les jours qui me déplaçait pour avoir une belle automobile comme j'aurais un beau blouson, une belle paire de chaussures, une belle montre si vous voulez. Et ça fait partie de ma personnalité, c'est-à-dire pour moi c'est important d'avoir une voiture qui me ressemble et qui transmet mes valeurs. Et donc aujourd'hui, une voiture électrique, ça ne me ressemble pas, ça ne transmet pas mes valeurs parce que je ne suis pas convaincu que ce soit bien pour la planète. Et ce n'est pas l'automobile pour moi. Et quelque part, si vous voulez un très joli lustre pour chez vous, j'ai envie que vous venez me voir avec les mêmes valeurs que j'ai moi. C'est-à-dire, on veut un bel objet, bien manufacturé, avec une histoire, avec une culture, par des gens qui ont un savoir-faire, et que cet objet que l'on a fait aujourd'hui embellit le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on voit vraiment le trait d'union entre la Porsche et puis les lustres. Complètement. Alors cette exposition Lumière sur 60 ans de Porsche 911, c'est un projet familial. En fait, c'est une idée qui a germé dans l'esprit de la famille pendant vos vacances d'été l'année dernière. C'est un peu juste comme timing pour organiser une exposition de cette ampleur, hein. Alors oui, juste, sauf que les 911 et Porsche, je suis un peu dans le bain tout le temps. C'est une passion qui ne me quitte jamais. Donc les vacances en rapport avec les Porsche, les amis en rapport avec les Porsche, les week-ends en rapport avec les Porsche, les week-ends de mon fils en rapport avec les Porsche. On partage cette passion. Mon épouse vit à travers cette passion
des voitures anciennes et des Porsche. Alors moi, j'ai vraiment deux passions, les voitures anciennes et les Porsche. Donc le jour où j'ai rencontré la 356, la vie, pour moi, avait un objectif, un Graal. C'est la voiture ultime pour vous Ultime pour moi. C'est la voiture ancienne, c'est l'évolution de la coccinelle que j'adore et que je trouve merveilleuse, avec l'intelligence justement de Ferdinand Porsche. Et quelque part, c'est l'ancêtre de la 911 qui a l'ADN de la 911. C'est-à-dire que quand les gens me voient passer en 356, ils sourient. Quand les petites filles me voient passer en 356, ils se retournent et je sens les étoiles dans les yeux. Et ça, c'est génial. Je suis un peu magicien, si vous voulez. C'est-à-dire que grâce à cette automobile, je partage le bonheur avec les gens que je croise. Il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Ceux qui roulent en voiture ancienne savent de quoi je parle. Quand vous passez quelque part et que les gens vous font comme ça, vous avez un sourire, quand vous vous arrêtez quelque part, ils viennent vous demander « Allez, quelle année ?» 9 fois sur 10, quand la police m'arrête, c'est pour savoir l'année de la voiture. Et ça, c'est sympathique. C'est un monde qui est plus sympathique que le monde des jalousies ou des revendications. Oui, tout à fait. Puis ça n'a rien à voir avec les Ferrari récentes. Voilà, c'est pas le même type de relation par rapport à la voiture. Et c'est ça qu'aujourd'hui, avec cette exposition, j'essaye aussi de démontrer. C'est que quand vous allez voir une Porsche récente, comme celle que j'ai derrière moi ou là derrière, pensez en fait que si cette voiture elle est là, c'est parce qu'il y a des génies, c'est qu'elle vient de la coccinelle, donc quelque part elle est populaire, et qu'elle nous a accompagnés dans notre vie. Elle nous a accompagnés dans les séries, dans les films, elle a véhiculé nos héros, elle a été un espèce de rêve, et quelque part elle a 60 ans d'histoire, elle a prouvé sa fiabilité, elle a prouvé sa vitesse, elle a prouvé son côté engineering, et il faut avoir pour cette voiture un sourire et une émotion positive, en se disant si la personne elle a choisi de rouler dans cette voiture, c'est qu'elle est passionnée. Et c'est typique à cette auto. Je pense, on ne va pas généraliser, le monde n'est pas oui, mais quelque part, on va dire 90% des gens qui roulent en 911, ils ont fait le choix de rouler en 911. Je ne suis pas sûr que toutes les marques, ce soit vraiment ça. Vous voyez ce que je veux dire? Celui qui roule en 911, il est passionné, il connaît tous les modèles, etc. etc. D'autres marques ont en premier le côté réussite sociale ou investissement, ou etc., avant d'avoir le côté fusionnel. Et quand je fais une exposition comme ça, que j'ouvre au public, où tout le monde vient, en fait c'est pour partager ce côté fusionnel. Les anciens de mon âge qui nous écoutent se reconnaîtront dans le fait que c'est un peu comme les motards, si vous voulez. Quand on se balade en 911 et qu'on croise une autre 911, on se fait plein de signes, on se dit bonjour, à la pompe à essence on se demande comment elle est la tienne, etc. On est loin, loin, loin de l'automobile pour se déplacer. Et quelque part, tout ça n'existe que s'il y a ce partage. Alors justement, cette notion de partage est très importante pour vous. Ce lieu est un lieu de partage. Vous l'avez voulu ouvert au public, alors pas seulement l'exposition, mais aussi le parc. C'est un engagement que vous avez pris auprès de la commune de Gargas. Pourquoi? Quel est ce besoin? C'est de transmettre vos passions, c'est viscéral? Alors, 2-3 choses. C'est logique. Pour moi, c'est une logique imparable. Première chose, un jour où j'étais en Asie, un vieux monsieur m'a dit « Tout ce qui n'est pas partagé est perdu ». Et j'ai gardé ça quelque part dans ma tête en me disant « Ah, c'est vrai en fait, quand je suis quelque part, si je suis tout seul, j'ai très envie de montrer à mes enfants, à mon épouse, de revenir. Quand j'ai une belle auto, j'ai envie d'emmener quelqu'un faire un tour ou de raconter aux gens qui m'entourent qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire et pourquoi je l'ai acheté. Pareil pour mes luminaires. Donc, je dirais que c'est un peu dans mes gènes. Et la deuxième chose qui est importante, c'est quand j'ai acheté ces bâtiments à la mairie, au maire de ce village de Gargas, que je remercie, en fait, je me suis engagé à laisser ouvert au public, dont certains avaient les grands-parents ou les parents qui avaient travaillé ici. Le village a été construit autour de ces usines. Donc, qu'est-ce que j'avais comme droit, moi, pour les fermer? Si vous voulez, je pense que la propriété, c'est un peu une vue de l'esprit du XXe siècle, et qu'on est vraiment propriétaire de ce avec quoi on vit, ce que l'on partage. Et puis, quand on aime l'automobile ancien ou quand on est restaurateur, on sait qu'on est même propriétaire qu'un tout petit élément de la chaîne, si vous voulez, un tout petit élément de l'histoire qui va apporter ou retirer à l'histoire de l'objet. Moi, restaurateur et fanat de voiture, je ne fais qu'apporter aux objets que je rencontre, enfin j'espère, jusqu'à maintenant. Et donc, cette notion de partage est importante. Aussi, l'automobile de sport, si on se ramène dans les années 50-60, l'automobile de sport, c'est quelque chose qui ne coûte pas très cher. Ça coûte moins cher une petite voiture anglaise dans les années 50 qu'une berline. Aujourd'hui, ça s'est un peu inversé malheureusement. Mais moi, je veux rester dans cette dynamique. Les gens qui roulent dans des voitures de sport sont des gens qui sont passionnés par les voitures de sport et il y a ce partage, ça embellit. Alors que les gens qui se déplacent dans une voiture qui n'est pas belle, quelque part, ça embellit pas.
Aujourd'hui, nos villes sont belles parce que les gens ont fait de belles façades. Nos campagnes sont belles parce que les masses et les maisons ou les châteaux qu'on va y croiser sont beaux. Si tout n'était que laideur, ça nous gênerait. Et quelque part, les belles voitures que vous avez autour de vous, la belle automobile, c'est quelque chose qui embellit le monde. Mes luminaires, c'est pareil. Donc je suis obligé d'aller au bout de cette histoire et d'embellir. Et quand vous embellissez, c'est pas pour vous. Forcément, c'est pour les gens que vous rencontrez. La lumière d'un lustre à bougie, elle est éclairée pour quelqu'un qui vient. Et en fait, c'est parce que vous avez un invité que vous lui donnez de la valeur en éclairant les bougies qui vont durer le moment où il est avec vous. Et comme ça dure très peu de temps, ce cadeau est reçu avec beaucoup d'émotion. Et c'est assez amusant parce que c'est le mot qui revient le plus quand je fais visiter ou quand les gens partent de la lustrerie. On a vécu une émotion très forte. Parce que vous le verrez de nuit, quand on se promène de nuit dans la lustrerie, ça vous fait un petit peu changer la notion du temps et de l'espace que vous avez l'habitude d'avoir. Vous savez que c'est un peu comme le marché de Noël, si vous voulez. Voilà, ça scintille, mais ça dure qu'un petit moment dans le temps. C'est l'effet de la bougie. Et donc, le partage est vraiment indispensable pour moi pour toute cette histoire. Alors, cette exposition présente 40 modèles de Porsche 911 qui retracent l'histoire de la 911. Comment vous les avez sélectionnés? Où les avez-vous trouvés? Alors, d'abord, pourquoi que 40 oui, 911 parce que oui. Voilà, sachant qu'on aurait pu en mettre 200. 40, c'est l'espace. Donc, en fait, cette exposition est faite en tout premier. C'est pour ça qu'elle a été conçue cet été. Donc, on a eu, depuis cet été, il s'est passé plein de choses à la lustrerie. D'abord, l'arrivée de la 3e génération, ma fille, qui est rentrée travailler avec nous au mois de juillet, pour qui rien n'est impossible, qui a la fougue de la jeunesse. Et donc, on devait ouvrir l'atelier du garde-meuble royal, place de la Concorde. On devait ouvrir une nouvelle galerie à Paris. On déménage dans des locaux à New York, pardon. Une nouvelle galerie à New York au mois d'octobre. Et puis, l'inauguration de la 3e usine d'ocre, du dernier bâtiment de cette archéologie industrielle que je voulais faire maintenant. À cause du Covid, tout s'est goupillé au même moment. Sinon, on aurait fait ça en 3 ans. Et ma fille m'a dit, papa, tu nous ouvres l'usine d'ocre au mois de décembre, tu vas faire une belle inauguration, etc. Il faut absolument que tu me fasses une expo de voitures. Alors oui, j'ai déjà fait 4 expos de voitures, ça a eu beaucoup de succès, on connaît ma passion pour l'automobile. Et j'ai dit à ma fille, pour ouvrir les nouveaux bâtiments qui sont absolument splendides et énormes, parce que c'est pour fabriquer des lustres gigantesques, il y a 14 mètres de hauteur sous plafond, donc il me fallait quelque chose qui frappe très fort. Je me suis dit, je vais peut-être utiliser la cartouche d'or, celle que je gardais en tête depuis longtemps. Pourquoi pas faire une exposition sur Porsche? Parce que c'est vraiment une passion que j'ai et que j'adore partager. Et puis 2023, 1963, je me suis dit 60 ans de 911. Ça ne se représentera pas. Voilà, ou dans 10 ans. On recommencera dans 10 ans. Donc on a fait un petit calcul, on en met une comme ça, 3 comme ça, 5 comme ça, tac, on peut en mettre 40. Avec mon fils, fanat de l'histoire de Porsche, on a fait la liste idéale en disant alors il nous faut une 65, il nous faut la première S, il faut la première RS, on veut toutes les RS, mais celle-là on la veut Club Sport, il nous faut tous les Speedsters, il nous faut ci, il nous faut la première turbo, toutes les turbos S, il nous faut truc, la RS, la R, la première R, la dernière R. Et on s'est fait une liste idéale, mais comme si on parlait de jouets, hein, vraiment sans savoir où étaient les voitures. Voilà, exactement, c'est cadeau de Noël. Et en fait, quand on a eu fini cette liste, on a passé quelques coups de fil, lui et moi, à des amis, et on leur a dit, alors, il y a un truc à vous proposer, c'est un peu délicat, il faudrait que tu me prêtes ta voiture la plus rare que tu as, celle qui est à Londres, ou celle qui est en Allemagne, ou celle qui est aux États-Unis, parce qu'on va faire une exposition grand public pour les enfants, pour les mamies, pour le village, pour tout le monde, ouvert la nuit, où on voudrait bien éclairer ta voiture par un lustre. Là, je m'attendais à ce que mes copains me disent « T'es gentil, toi, les voitures sont rarissimes, on parle même pas de valeur, on parle de rareté, les ailerons en carbone, les machins, les voitures de course très originales. Aller les montrer aux petits garçons, aux petites filles de l'école de Gargas, c'est un peu compliqué. » Et en fait, j'ai pas du tout eu ça. J'ai dit volontiers, tout le monde m'a dit volontiers, avec grand plaisir. Même la plupart des gens m'ont dit « On t'envoie la voiture », c'est-à-dire qu'on te la prête. Et souvent, on me dit « Mais pourquoi tu fais ça gratuit, l'exposition de voitures ?» Je lui dis « Parce que c'est une chaîne où tout est gratuit en fait. C'est-à-dire que moi, on m'a prêté les voitures. Je me verrais mal faire payer pour venir les voir. Et si on m'a prêté ces voitures, on les a prêtées pour que le grand public en profite. Mes amis qui m'ont prêté les autos, donc quelques coups de fil, on m'a prêté les autos, elles sont venues ici. J'ai pris le choix de ne pas mettre de filet autour ou de bord de feuille
de plots, parce que j'ai peur que les plots tombent sur les voitures, et puis je veux qu'on prenne des photos et je veux que les gens en profitent si vous voulez. Donc on peut s'approcher, il ne faut pas les toucher, elles ne sont pas à moi, il faut faire attention, il y a des cadres pour qu'il y ait une certaine limite et puis pour qu'elles soient belles comme une œuvre d'art, hein, c'est un podium on va dire. Et tout ça en fait fonctionne vraiment bien parce que c'est de nuit, que le public sait que c'est un cadeau et en fait qui rentre avec la gentillesse de répondre à de la générosité. Vous voyez, c'est gentillesse contre générosité, ça fonctionne vraiment très bien. Dès que les gens me croisent à l'exposition, je n'entends que des merci et des bravos. Et les propriétaires qui sont venus, où j'avais un peu peur en me disant ils vont me dire t'es gentil toi, mais il y a des milliers de visiteurs qui viennent voir ma voiture, il n'y a rien pour la protéger. Et en fait, ils n'ont pas eu du tout cette réaction. Ils m'ont dit on est très émus, nous on n'aurait pas su faire et on est très heureux de partager notre passion, donc la leur, avec un si large public. Alors, vous l'avez dit là, cette exposition a un succès phénoménal. Vous avez eu des milliers et des milliers de visites. Et ce qui est intéressant et étonnant quelque part, c'est que ça touche d'abord toutes les générations, mais aussi bien les hommes que les femmes, les enfants, les personnes âgées, c'est universel. Vous venez voir 3 choses à la lustrerie. Je dirais que non, vous venez voir une chose et vous en découvrirez 2. Vous venez voir les voitures, vous découvrez les lustres et l'architecture complètement folle de ces usines d'ocre. Vous venez voir les lustres, vous apercevez quand même que la 911, ça a une riche histoire et c'est vraiment intéressant et c'est beau. Parce que c'est vrai que les voitures qui nous doublent sur l'autoroute, on n'a pas toujours la notion de se dire elles sont vraiment belles. Là, elles sont sur des podiums, sur de la moquette noire, donc elles sont mises en valeur. Et puis, vous venez voir l'archéologie industrielle de ces anciennes usines d'ocre qui, dans la région, sont vraiment importantes. Vous avez les mines de Brioux, le Colorado provençal, le musée de l'ocre à Roussillon. L'ocre et la région, c'est lié. Et donc, quoi que vous veniez voir, vous découvrez le reste et vous avez une surprise. Et tout ça de nuit fonctionne vraiment très bien. Donc le bouche à oreille, l'effet Porsche et puis la déferlante de médias. Paris Match, Le Figaro, Les Échos, enfin excusez pour ceux que j'oublie, mais tous les médias, les télés. Tout le monde a parlé de cette exposition avec énormément de gentillesse, des trémolos dans la voix et ça fait bouche à oreille. On a reçu 2500 personnes samedi soir. On en attend encore plus ce samedi. C'est limite problématique, mais quel succès et quel bonheur. Oui, quel bonheur d'avoir des gens qui vous remercient, qui ont des étoiles dans les yeux et qui partent heureux, alors qu'ils ont fait 1 heure de queue pour rentrer, qui se sont garés 1 kilomètre, que tout est compliqué, et qui quand ils me croisent, alors j'essaye d'être discret dans l'exposition parce que sinon je fais que serrer des mains, vous disent c'était une grande émotion, merci, on arrive de Genève, on arrive de Bruxelles, on vient d'Andorre, et on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi génial. Et moi je me dis, ils sont gentils quand même, venant de Bruxelles en voiture pour venir voir mon exposition, j'espère que les gens ne sont pas déçus. C'est un c'est un week-end complet quoi. Et en fait les gens sont très heureux et on partage ce bonheur. Donc voilà, pour moi la réussite elle est là. Alors Régis, comment ont été choisis les lustres? Parce que pour chaque voiture il y a un lustre, vous les avez choisis comment? Alors les lustres ont plutôt été choisis de manière chronologique et par rapport au lieu dans lequel ils étaient. Ici on est dans le musée, donc forcément on rentre au Moyen-Âge et on va finir au XXe siècle. Alors même si les RS que j'ai mis dessous ne viennent pas du Moyen-Âge, elles sont de manière chronologique. Donc 1973 la première Carrera RS, puis 92 la deuxième Carrera RS et enfin toutes les générations de Carrera RS, en ayant pris le parti de choisir la plus rare, c'est-à-dire la Club Sport en 993, les bandes bleues en 996, la 4 litres en 997 et enfin la 992 GT3 RS qui est ici en première mondiale, c'est-à-dire que Porsche me l'a prêtée pour la montrer aux clients, les clients ne l'ont jamais vue. Quelques journalistes ont eu la chance de l'essayer, mais le public français doit la découvrir à Rétromobile dans quelques semaines et nous avons eu la chance de la montrer ici 1 mois avant. Donc merci Porsche France, merci à Porsche pour leur confiance et de m'avoir permis de pouvoir me targuer d'avoir une première mondiale ici à la targuer, c'est joli. Après, on ne pouvait pas parler des 911 sans parler des speedsters, donc toutes les générations de speedsters avec la 997 ou le 3 litres 2 et 3 qui sont des autos qui sont assez rares. Et ce que j'ai voulu, si vous voulez, c'est quand j'ai fait cette liste idéale, on s'est dit il ne faut oublier aucune génération. Parce que toutes les générations de Porsche sont importantes et en fait je voulais que chaque propriétaire d'une génération, quand ils viennent ici à la lustrerie, se dise « Oh, je ne m'attendais pas à voir celle-là ».
Donc on a tous les Speedsters, toutes les RS. Et puis le choix des lustres dans la dernière partie du musée qui est au XXe siècle, c'est d'un petit peu rigoler, de traiter une anecdote. Donc ici vous avez un vol d'oiseaux au-dessus du dernier Speedster. Et ce sont des oiseaux qui ont été fabriqués en 1900 en Italie, près de Venise. Et c'est extrêmement rare, ce sont vraiment des pièces de musée d'un artiste qui s'appelle Risarda, Carlo Risarda. Pareil, magnifique. Pour les Speedsters que vous avez plus loin, vous avez sur ce petit Speedster 3 litres 2 une épreuve d'artiste d'un artiste qui s'appelle Armand, et on reconnaît les violoncelles. Sur ce magnifique Speedster 997, vous avez un lustre de Louis Majorelle, donc un des papes de l'Art Nouveau en France, et un lustre extrêmement rare parce que c'est un lustre qui représente des algues. Il est là, sur le capot avant. Et enfin, sur le Speedster 964, un lustre d'Hermès, Hermès Paris, où les aficionados d'Hermès reconnaîtront la balle de golf qui tombe dans le green et une pince à billets à l'époque avec la petite boule de golf. Ah oui. Qui est très connu, et il est signé Hermès Paris. Donc voilà, ce sont des lustres un peu anecdotiques quelque part, mais ça montre cette collection de lustres de plus de 1000 pièces que j'adore partager avec le public et que j'adore mettre en parallèle. Un lustre, ça éclaire quelque chose. Ça éclaire un dîner, ça éclaire un moment, ça éclaire un mariage, ça éclaire un enterrement, ça éclaire quelque chose. Et quelque part, quel honneur pour ces lustres d'éclairer des 911. Deux autres 911 importantes dans l'histoire, mais que je n'ai pas su placer dans une continuité parce qu'elles sont un peu uniques, avant de vous emmener dans le nouveau bâtiment, celui qu'on inaugure, c'est cette 911 Ruff. Alors, je dis bien Ruff et pas Porsche parce que c'est une CTR et pas une Porsche. C'est Alois Ruff qui a acheté des caisses de 911 et qui a créé sa propre automobile. Il n'y en a eu que 29. Et ce qui est génial avec cette voiture, c'est qu'à l'époque, cette voiture était la voiture la plus rapide du monde. Elle a mis d'accord toutes les marques, Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Porsche évidemment, mais ça on va le dire en tout petit, en étant la voiture la plus rapide sur la boucle du Nürburgring. Et on se rappelle tous de cette vidéo, elle est en travers dans tous les virages et qu'elle bat et qu'elle pulvérise les records de toutes les autos, dont les Porsche 911. Donc c'est assez amusant d'en avoir une authentique. En plus, elle est un peu rare celle-là, elle a des sièges un peu uniques, un toit ouvrant, elle a été faite pour le Japon. Elle a une couleur extraordinaire en plus. En fait, elle est jaune comme la plupart des Yellowbird, parce que c'est justement l'oiseau jaune. Et cette voiture, elle est mythique si vous voulez. Alors elle est plus mythique pour ma génération à moi. Aujourd'hui, les jeunes sont plus attirés vers les Singer et d'autres préparateurs qui créent, comme à l'époque Alois Ruff, d'autres voitures. Mais je peux vous dire qu'à l'époque, quand on croisait cette voiture-là, on avait des frissons parce qu'on était à côté de la voiture la plus rapide du monde. De l'autre côté de notre fosse qui nous sert à faire les très grands lustres, vous avez une Porsche qui pour moi est la Porsche la plus importante de l'histoire de Porsche. C'est la Porsche 959. Cette voiture, c'est un laboratoire de tout ce qui a été fait dans l'automobile après elle. On est en 1983. Les voitures commencent à être développées à ce moment-là, puis vendues au public, alors un tout petit public en 1987. Il faut imaginer qu'à l'époque, les voitures étaient des 3 litres, sans ABS, sans direction assistée, assez simple. Porsche a voulu faire le laboratoire roulant et montrer que ça marche. Donc vous avez des roues en magnésium à moitié centrale, une caisse en carbone, un système hydraulique avec correcteur d'assiette, un ABS, une direction assistée, des freins de voiture de course, biturbo l'un après l'autre. La voiture avait 450 ou 490 chevaux, encore une fois, à l'orée des années 80. Elle a une forme qui est complètement moderne, où sont repris encore des éléments de carrosserie dans les nouveaux modèles d'aujourd'hui. Et cette voiture, qui est un 4x4 avec un lift, une possibilité de se lever, avec un correcteur d'assiette, avec toutes les roues indépendantes, a gagné la même année la catégorie de groupe B aux 24 heures du Mans et le Paris-Dakar. On se rappelle au Paris-Dakar. Paris-Dakar, waouh. Waouh. On se rappelle au Paris-Dakar, Jacques Hix et Claude Brasseur qui s'embrassent en ayant gagné l'épreuve. J'étais sur cette voiture. Voilà, la Rothman. Et en fait, Porsche, cette année, sort une voiture qu'ils vont appeler la Dakar, par hommage à toutes ces victoires au Paris-Dakar, avec ses 911.
Et c'est complètement fou que cette voiture de sport soit tout terrain. Voilà, et tout gagné surtout. C'est-à-dire que c'est la voiture du rallye au circuit avec laquelle on pouvait aller promener. Et c'est cette polyvalence qui a fait que cette voiture est aussi unique et qu'on en a tous rêvé, parce que c'est plus qu'un symbole en fait. C'est quelque chose avec lequel on peut vivre. Ça fait partie des marques que l'on achète parce qu'elles sont importantes pour la réussite sociale et tout ce qu'on veut évidemment, mais qui vous accompagnent au quotidien. Et ça, c'est génial. C'est pas quelque chose que l'on va laisser dans un coffre ou dans un garage. C'est quelque chose avec lequel vous allez vivre. Et pour moi, le luxe, c'est ça aujourd'hui. C'est pas de posséder, c'est d'utiliser. C'est pour ça que vous n'aimez pas qu'on vous appelle collectionneur de voitures, parce qu'en fait, vous ne les regardez pas dans un musée, justement, vous les pilotez. C'est ça, et c'est pour ça que j'aime pas qu'on dise on va voir votre musée ou votre showroom, etc. Moi, j'ai un joli garage dans lequel mes voitures sont prêtes à partir. Et l'entretien, quand on me dit mais comment tu entretiens toutes tes voitures? J'ai une trentaine d'autos, c'est pas un grand secret. En fait, elles roulent toutes régulièrement. Et donc j'ai très peu d'entretien. Après, je fignole des détails, ça je vous l'avoue, parce que j'aime bien, elles sont des voitures anciennes, qu'elles restent parfaites. Mais mon secret de l'entretien de ces Porsche, la plupart sont des Porsche, c'est de les rouler. Et c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est ce secret de partage. Pour partager, il faut rouler. Et c'est un partage comme la gratuité de l'exposition. C'est un partage omniprésent. Ça veut dire que quand vous roulez avec une belle voiture, vous faites plaisir. Vous faites plaisir aux personnes qui vous accompagnent, qui ont la chance d'être sur le siège passager ou conducteur quand vous les faites conduire. Et puis, vous faites plaisir aux gens que vous croisez. Vous faites plaisir aux enfants, vous faites plaisir aux mamans. Je vois les gens qui, quand vous arrivez avec une belle auto, sortent leur téléphone pour vous prendre en photo, mais surtout sourient. Et ce petit moment, le partage commence là. Et donc moi, je sais que j'aime me comporter comme un passionné automobile. Et quand j'ai une belle auto et que quelqu'un s'intéresse à l'auto, ça me fait plaisir de donner des détails, de raconter, de communier, si vous voulez, sur cette passion commune. Et puis, faisant le Tour de France automobile, faisant des épreuves comme le Mans Classique, roulant beaucoup avec ces voitures, je peux vous dire que les Français sont fanats de voitures. Le Tour Auto, de Paris à la Côte d'Azur ou bien à la Côte Basque, vous avez des fanats de voitures sans discontinuer sur toutes les routes, de tous les âges. Ça va de la traction avant à la Ferrari moderne qui vient voir le Tour Auto passer. Donc la passion automobile, c'est quelque chose qui est partagé et c'est ce qui fait que je n'ai pas de soucis sur l'avenir de l'automobile. Je pense que quand on aura réglé le déplacement, on continuera à avoir de belles automobiles pour partager ses passions et ce plaisir. Alors cette notion de partage, lorsque nous nous étions rencontrés il y a 2 ans, vous aviez mentionné le fait que vous aimez aussi partager avec les enfants des environs, vous les emmenez faire des tours dans les voitures quand ils viennent Forcément, les enfants des environs viennent voir l'exposition, viennent voir les voitures. Et je me rappelle, c'est une anecdote amusante, ça m'est arrivé régulièrement. Un petit garçon vient voir, il me dit ça va à combien? Alors, mes voitures, elles sont anciennes, donc quand je leur dis que ça va à 150 km/h, je leur fais de la peine parce que ils ne sont pas impressionnés. Voilà, la voiture de leur maman va plus vite. Quand je leur dis que j'ai 75 chevaux, ils ne comprennent pas. Mais quelque part, je leur dis tu veux venir faire un tour pour qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est ces sensations dans ces autos et pourquoi elles sont extraordinaires. Et puis très souvent, je me fais avoir. C'est-à-dire que j'en ramène un, il me dit il y a ma soeur qui veut faire un tour, il y a mon cousin qui veut faire un tour, il y a mon copain qui veut faire un tour. Et puis, vous ne pouvez pas vous arrêter parce que vous ne pouvez pas, pourquoi lui et pas lui? Donc ça m'est arrivé comme ça de faire 25 tours parce que tous les copains, les voisins voulaient faire un tour de voiture. Et c'est très sympa parce que c'est ce comportement qui fait qu'en fait mes voitures ne sont jamais rayées, ne sont jamais abîmées et qu'on me fait des sourires quand je passe. Et j'encourage nos passionnés de voitures à communiquer avec les gens parce que c'est pas parce qu'on ne peut pas les acheter qu'on ne peut pas les aimer. Tout à fait. Alors c'est ce comportement aussi, j'ai envie de dire, qui mettra fin au car bashing. Oui, complètement, et qui mettra fin aussi à une certaine jalousie. Tout à fait. C'est une jolie façon de transmettre la passion automobile. Bien sûr. Et la passion automobile, moi je sais que j'ai autant d'émotions à rouler dans une voiture qu'à la voir rouler. Et donc, pas de jalousie à voir des gens se balader dans des voitures absolument magnifiques parce qu'ils embellissent ma vie aussi. Alors Régis, nous nous trouvons ici dans les nouveaux bâtiments que vous inaugurez. C'est ça en fait. Toute l'exposition, c'est pour être raccord avec le public que ici on est dans des bâtiments qui sont l'histoire de l'ocre dans la région, l'histoire industrielle de la région et cette continuité de vouloir ouvrir au public. Donc quand on est ouvert, vous rentrez par là,
pour passer du musée à ces bâtiments. Quand on est fermé, il y a tout un système de promenade autour de vous où vous allez pouvoir comme ça visiter de l'extérieur en voyant ce qui se passe à l'intérieur, mais aussi toute l'archéologie industrielle de l'extérieur et comprendre le travail de l'ocre dans la région, comprendre le travail des lustriers dans les bâtiments et enfin comprendre l'histoire des lustres parce que chaque lustre aura une petite icône pour vous raconter son histoire. Cerise sur le gâteau, en ce moment, comprendre l'histoire du 911 et 60 ans de 911. On ne peut pas parler de 911 sans parler de Targa. Et donc j'ai voulu que dans ce bâtiment ensoleillé la plupart du temps, parce qu'on a le soleil du matin et le soleil du soir. Et puis la région veut ça aussi. On puisse être cheveux au vent. Et donc vous avez la toute première Targa, ce qu'on appelle la soft window, avec la lunette arrière qui se déplie. Et quelque part, opposé à elle, parce qu'on peut quasiment dire opposé, le trait d'union, la toute dernière Targa dans sa version la plus exclusive, Porsche exclusive évidemment, la Targa Héritage, qui reprend le petit Targa doré, l'arceau en aluminium, les jantes qui se veulent être une évocation des jantes Fuchs, et qui quelque part a tout plein de petites évocations du passé. Et dont la livrée fait écho au mur de ces nouveaux bâtiments. Je n'avais pas remarqué, mais c'est vrai. Et surtout, le Targa Héritage, en fait, ou l'héritage chez Porsche, c'est un écusson dans lequel vous avez 2 lignes et marqué Héritage. Et c'est assez amusant parce que la plupart du public ne sait pas d'où vient ce petit badge moderne que Porsche a fait. Et en fait, il vient d'un vieux badge que l'on vous donnait dans les concessions quand, dans les années 50-60, vous aviez fait 100 000 km sans abîmer la voiture. Et en fait, voilà le nouveau badge avec les reflets du buste de Murano. Magnifique. Et sur l'ancienne Targa, la version originale avec les 100 000 km. Génial. Superbe. Et donc là, quand on avance, on surplombe en fait une partie de l'atelier. C'est la fameuse visite intérieure-extérieure, puisqu'on l'a de l'extérieur et de l'intérieur. Partout, vous voyez des compagnons travailler, partout, vous voyez des lustres naître, des lustres être restaurés, des lustres être dessinés. Et là, en l'occurrence, un travail de restauration avec la cathédrale d'Ajaccio, des luminaires contemporains en cours de production et tout un travail d'assemblage des lustres, puisque c'est dans le dernier bâtiment qui a le plus de rentrants de hauteur sous plafond que nous faisons l'assemblage des lustres. C'est là que la visite continue pour aller à la surprise, quelque part au dernier bâtiment, après avoir fait les ateliers, après avoir fait le musée, après être passé par ici, voir la partie assemblage des lustres. Suivez-moi dans le dernier bâtiment où quelques surprises vous attendent. Alors ici, Régis, on a des Porsche de police. C'est un peu l'équivalent de nos Alpines que les gendarmes ont eu tant de plaisir à retrouver. Tout à fait. Celles-là sont hollandaises, mais Hollande, Danemark, Allemagne, évidemment. La police, qui voulait rattraper les voitures les plus rapides sur l'autoroute, avait des Porsche de la 356, la 914, la 924. Et ce qui est amusant, c'est que ces Porsche ont toujours été décapotables. Ne me demandez pas pourquoi. Dans les pays glaciaux, le pauvre policier qui travaille au mois de décembre doit avoir les oreilles glacées. En l'occurrence, là, ce sont des Targa. Et donc, c'est pour la continuité ou le petit clin d'œil de ces Targa. Elle surveille l'atelier, derrière moi. Et à la fois, elle vous emmène vers le dernier bâtiment. Bâtiment que j'ai voulu consacrer aux luminaires contemporains et que j'ai voulu consacrer, je vous tiens, n'ayez pas peur, ces marches d'escalier qui piègent un peu à la lustrerie. D'habitude, la lustrerie, ce qui est piégeux, c'est que les gens regardent leurs pieds et tapent la tête dans les lustres. Donc le dernier bâtiment, en fait, je l'ai consacré à mes luminaires contemporains. J'en avais marre que mes luminaires contemporains soient à la fin du musée et j'ai restauré la plus belle unité, le plus grand bâtiment pour eux. Nous, ici en interne, on appelle ça la cathédrale. Et bien évidemment, il me fallait des voitures à la hauteur de mes luminaires contemporains et j'ai mis là les voitures de course les plus rares que l'on puisse trouver. C'est absolument magnifique. Et notamment cette auto. C'est le premier prototype de 911 de course de l'histoire. C'est R1. Donc il y a eu 3 prototypes de 911R avant que la 911R ne naisse en 1967. Donc là on est en 1966, R1.
c'est le premier prototype. C'est la première 911 dans laquelle l'usine Porsche a mis un moteur de course pour faire de la compétition. C'est ce que j'appelle l'esplanade de R à R, puisqu'on a la dernière R et la toute première R, et beaucoup de voitures de rallye. Encore une fois, j'ai voulu que le public puisse découvrir le modèle le plus rare de chaque génération. Là, vous avez devant vous le plus rare de tous les empattements courts. Si on continue la coursive, on va retrouver d'autres voitures de rallye, mais surtout la vision globale de toutes ces voitures de course en une fois. Oh. Voilà, c'est ce que le public dit à chaque fois que j'arrive ici. Waouh. J'ai droit au waouh tout le temps. Il faut dire que je découvre en même temps que les spectateurs. Hein. Donc ST, SCRS, GT2, RSR, 934, 35, Turbo RSR, Groupe B, Groupe 4, un peu tous les modèles de compétition qu'on fait l'histoire de la marque. Et ce qui est un peu extraordinaire, c'est que le public, ces modèles ne les connaît pas. Ils viennent que de collections privées, n'ont jamais été exposés au musée Porsche. Et en fait, vous avez les premières autos de beaucoup de moments importants dans l'histoire Porsche montrées au public pour la première fois. Même les gens de chez Porsche, même les gens du musée Porsche ont fait waouh et ont été impressionnés par la qualité des voitures qui sont derrière. Alors je le répète, elles ne sont pas à moi, malheureusement. Elles sont à de humbles propriétaires, collectionneurs, pilotes amateurs, mais tous ont un point commun, ils sont mes amis et ils sont extrêmement généreux parce qu'en fait, ils laissent leur voiture accessible au grand public pour que le grand public puisse faire le waouh devant vraiment des morceaux d'histoire de Porsche. Et c'est ça que je trouve absolument génial ici à la lustrerie, c'est qu'à la fois on est dans un niveau extrêmement pointu. Le spécialiste des spécialistes des spécialistes de Porsche n'est pas déçu en venant ici. Pareil pour les lustres, le spécialiste de lustre ne sera pas déçu en venant ici. Mais quelque part, tout ça c'est fait pour le grand public. Et que ce soit la petite fille du CP qui vient avec sa mamie, quand les deux partent avec des étoiles dans les yeux, j'ai l'impression de faire correctement mon job. Ici donc le hall, l'entrepôt est dédié à vos créations contemporaines. Quelle proportion représente les créations contemporaines dans votre production de luminaires? C'est un tiers, en fait c'est la moitié de la production et c'est un tiers de notre chiffre d'affaires si on ramène la restauration et les lustres anciens. Mais c'est la moitié de la production physique, une moitié c'est dans des rééditions d'anciens et une moitié ce sont des collections contemporaines. Ça a énormément de succès et je me bats pour que ça ne dépasse pas la moitié, pour garder de la place pour les autres corps de métier, sinon je ne ferai que des luminaires contemporains et je suis très heureux de garder une petite rareté à ces luminaires et une petite difficulté à les acquérir. C'est pour ça qu'ils sont toujours fabriqués ici, fabriqués à la main, quasiment en pièces uniques, pour que je ne noie pas le marché par une abondance due au succès que nous avons, qui est très dur à gérer aujourd'hui, parce que quand je dis à des clients qu'il faut attendre un an pour avoir un luminaire contemporain, des clients me regardent bizarrement en me disant « il est fou celui-là, j'ai jamais attendu un an pour quoi que ce soit ». D'où la chance que nous avons d'avoir énormément de lustres anciens et que je puisse prêter à mes clients le temps de l'attente. Pour les faire patienter, voilà. C'est génial. Un luminaire qui va à la fois leur raconter une histoire et une histoire qui est ponctuelle, c'est-à-dire que c'est génial d'enlever à des gens qui ont tout la notion de propriété. C'est-à-dire je leur prête un lustre de ma collection qu'ils ne peuvent pas s'acheter et quelque part, après ils vont apprécier d'avoir le leur qui va rentrer dans leur famille, qui va être donné à la famille, etc., aux enfants, parce que c'est vrai que, imaginez que je restaure des lustres qui ont 600 ans, quand je crée un luminaire contemporain et que je le mets dans une maison, je sais que dans 600 ans, il sera encore là, et quelque part, on embellit et on raconte cette belle histoire. Alors cette scénographie absolument incroyable, avec ce dialogue entre les luminaires et les voitures, doit donner quand même des idées à certains collectionneurs qui ont des garages extraordinaires. Est-ce que vous avez des commandes de luminaires pour des garages de collectionneurs? Alors, oui, on a souvent eu des luminaires extraordinaires pour des garages. Moi-même, dans mon garage, j'ai un très beau luminaire. Et je vous avoue que c'est vraiment important parce que quand j'éteins les spots, les lumières un petit peu modernes pour y voir, un garage, t'entends, on travaille, on restaure, on entretient les voitures, et que je n'éclaire que le lustre, quelque part, on a ce rapport logique avec l'œuvre d'art. Et ces voitures, pour moi, sont des œuvres d'art, comme ces lustres. Hein. C'est-à-dire que vous achetez une 911 pour vous déplacer, c'est comme si vous achetez un lustre pour vous éclairer. C'est-à-dire qu'il va vous donner beaucoup plus
que la lumière ou que le déplacement. Il va vous accompagner et il va embellir tous ces moments de votre vie qui sont normalement des moments classiques. Le déplacement, c'est pas le moment le plus gai de la vie, mais en fait, il va le rendre extraordinaire. Et moi, le moment où vous êtes chez vous, sous la lumière de ce lustre-là, qui ne sera pas l'idéal en termes de lumière, vous ne pourrez pas coudre, hein, vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voulez sous cette lumière, mais ça va embellir tous ces moments et les rendre uniques. Alors justement, comment vous travaillez en fait lorsque vous avez une commande pour un garage d'un collectionneur? Est-ce que vous vous rendez sur place pour voir la configuration des lieux, pour voir la voiture, pour qu'elle soit mise en valeur par un certain éclairage? Je me rends... Alors, on ne me commande pas des lustres pour des voitures. Ça, c'est vraiment mon toc à moi dans cette exposition ici. Les gens ne sont pas autant toqués que moi, c'est dommage. Ça va venir. On commande des lustres pour des lieux. Et très souvent, ces très beaux garages chez mes amis collectionneurs servent de temps en temps de lieu pour faire une fête, une réception, et puis on enlève tout, on remet les voitures. Et ces grands lieux doivent être éclairés par des grands lustres. Et donc oui, je vais très souvent sur place pour comprendre le lieu et pour mettre le lustre qui va souligner le lieu. Mais ce que je ne dis pas aux clients, c'est l'inverse en fait. C'est que je veux le lieu qui va souligner le lustre et créer le lustre comme une œuvre d'art. Peu de gens ont la chance de créer l'œuvre qui va être au centre de tout. Moi, quand je rentre dans un lieu, ma place à moi, c'est le centre. Je vais avoir le centre de la lumière parce que c'est moi qui vais donner le ton, pas la lumière mais le ton. Et je vais avoir le centre de l'architecture parce que si vous mettez des diagonales un peu partout, au centre de la pièce, il y aura mon lustre. Donc oui, je me déplace très souvent, j'adore aller chez des clients. D'abord parce que en leur faisant un lustre, je rentre dans leur intimité. Je vais être leur meilleur ami du soir, meilleur ami du matin, et je dois comprendre leur intimité. Et j'ai un rapport unique et seul avec l'architecture du lieu, et donc je dois aussi comprendre l'architecture du lieu. Donc très très souvent, je vais chez mes clients, pas pour voir les voitures, mais pour voir le lieu dans lequel je dois mettre un lustre. L'air de rien, on passe à côté des raretés de l'histoire Porsche. Hein. Là, c'est une SCRS. Je pense que peu de nos spectateurs sauront ce que c'est qu'une SCRS. C'est la RS des années 80. C'est une voiture qui a été faite pour l'homologation en groupe B. C'est une sublime auto, rarissime, à moins d'une petite vingtaine d'exemplaires. Ah oui. Et là, au milieu, deux icônes. Une icône en devenir, mon lustre Unchained Nature, ma dernière création. Absolument incroyable. Donc un lustre qui aurait poussé comme ça de l'extérieur, puis qui serait rentré chez vous. Ah oui, parce que ça commence ici en fait. C'est ça, même à l'étage du dessous ça commence, ça passe à travers le D'accord. béton, ça passe à travers la cloison, et puis ça se répand naturellement, comme une œuvre naturelle, avec du bronze, des fleurs en cristal de roche. C'est en écho à l'histoire des bâtiments qui ont été abandonnés et envahis par la végétation? Si on veut, ça sera toujours cette histoire-là dans tous les bâtiments. Alors, est-ce qu'ils auront besoin d'avoir été abandonnés pour la voir ou est-ce qu'on peut raconter cette histoire? Mais Unchained Nature, c'est ça. C'est la nature qui reprend sa place et la place de ce lustre, forcément, au-dessus de cette 996 GT1. C'était assez extraordinaire. C'est une des plus belles voitures de course de tous les temps. C'est une voiture qui a failli être victorieuse aux 24 heures du Mans, mais pour un petit problème d'incendie, la voiture n'a pas fini, mais elle était en tête. L'année d'après, les Porsche vont gagner les 24 heures du Mans, avec une autre version de cette GT1. C'est une auto qui est sublime, qui a une forme de vague, si vous voulez. Et ça me fait un joli trait d'union, parce que sous cette voiture, il y a une collection qui a un rapport avec la mer. Et sur cette voiture, il y a une collection qui a un rapport avec l'espace et la nature. Alors effectivement, avec la mer, on voit des galions, on voit des méduses. Des oursins et en dessous d'elle, la compétition turbo avec la première Porsche turbo de l'histoire, la RSR 2.1. Et quelque part, la 930, la Porsche turbo la plus mythique, a été faite pour l'homologation de cette voiture en particulier. Donc c'est complètement fou, sans cette auto, Porsche n'aurait pas eu besoin de faire rouler des turbos sur la route et la 930 ne serait jamais née. Et quelque part, aujourd'hui, les Porsche Turbo, c'est quand même le fleuron de la marque. C'est la Porsche la plus puissante de tous les modèles. Et j'ai voulu, pour rendre hommage à cette Carrera RSR Turbo, mettre toute la ligne des Turbo S de l'histoire. Donc vous avez de la première 930 Turbo S, son auto, 10 exemplaires, c'est la numéro 2.
Et comme ça, chaque génération. Et on finit notre boucle, si vous voulez, à la Turbo S 992, une voiture neuve, parce que celle-là, vous pouvez encore l'acheter. C'est la seule voiture de l'exposition, hormis la GT3 RS, que certains clients pourront acheter, que l'on peut acheter aujourd'hui. Et j'ai voulu, si vous voulez, finir l'expo en disant ne soyez pas frustrés en fait. C'est vrai que toutes ces 911 sont rarissimes et sont des pièces de musée plus que des pièces d'automobile quotidienne, mais vous pouvez encore rouler grâce à ces voitures de course dans ces autos modernes. Et quelque part, c'est la marque, c'est ça pour moi. Donc là, on revient au fondamental de cette marque. À chaque fois, la voiture avec laquelle vous roulez vient d'une voiture de compétition. Ça a été testé en compétition, ça a été testé à l'extrême, ça a gagné les compétitions, les rallyes, les Paris-Dakar, les 24 heures du Mans. Et vous roulez grâce à la voiture de compétition dans cette voiture. Et je vais plus loin, je vais vous raconter une petite histoire qu'à mon avis beaucoup de vos interlocuteurs ne connaissent pas, ou nos interlocuteurs ne connaissent pas. En fait, la première Porsche de sport de l'histoire, elle a été faite en 1938 et elle s'appelle la Type 64. À l'époque, c'est la coccinelle, la Porsche de Monsieur Porsche, de Ferry Porsche. La coccinelle, on connaît son histoire politique avec l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a l'inauguration d'un tronçon d'autoroute Berlin-Rome et on va demander à Porsche de dessiner une coccinelle de sport. La Berlin-Rome, qui est une coccinelle aérodynamique, va naître. On connaît l'histoire, la guerre, la course n'aura pas lieu. Et après-guerre, en fait, la petite 356 va découler de cette voiture. Donc encore une fois, c'est une voiture de compétition. Mais c'est une voiture populaire. Hein. Qui a donné à la voiture de tous les jours, la 356, ses lettres de noblesse. La 356 va être remplacée, enfin la 356 Carrera 2 va être remplacée par la 911. Et la 911 va connaître toute cette histoire que nous avons autour de nous et qui est loin d'être finie parce que, encore une fois, je suis sûr que l'automobile disparaîtra, mais pas la 911. Alors vous m'avez dit tout à l'heure, tous les 10 ans, il se passe des choses importantes à la lustrerie Mathieu. Donc on vous donne rendez-vous dans 10 ans pour pour les 70 ans de la 911 avec plein de nouveaux modèles. Plein de nouveaux modèles et plein de nouvelles actualités à la lustrerie, puisque après New York, l'hôtel de la Marine, les nouveaux bâtiments, le parc, j'ai de quoi m'occuper pendant 10 ans. Et quel est le prochain projet? Sans dévoiler trop de secrets, est-ce que vous travaillez sur un projet majeur pour cette prochaine décennie? Non, pas dans... Alors, je vais vous décevoir en disant ça, mais là, en ayant inauguré des nouveaux ateliers à Paris, de nouveaux ateliers à New York, c'est votre année, de nouveaux ateliers ici, en quelques mois, maintenant j'ai un vrai travail pour stabiliser tout ça, réorganiser tout ça. Ma fille est venue, donc en fait, le projet aujourd'hui, la manière dont je me projette dans l'histoire de la lustrerie, c'est à un moment passer le fleuron à la génération qui va continuer à faire vivre tout ça, et moi, je dirais que mon projet initial dans la lustrerie, et celui que je vais développer à partir de maintenant, c'est l'idée que cette lustrerie soit utile aux lustres, et pas que utile aux clients qui veulent des lustres. Donc cette lustrerie va devenir une espèce d'entité au service des lustres, avec de la recherche, avec de la formation, avec du travail qui est fait pour laisser une espèce d'institution pour le futur au service des lustres. Dans cette institution, il y aura des gens de la famille Mathieu Lustrerie, dont ma fille, enfin de la famille Mathieu, dont ma fille, qui vont gérer une certaine rentabilité. Mais cette rentabilité en restaurant, en vendant des lustres, en dessinant des lustres, va servir à ce que la lustrerie Mathieu devienne une institution au service des lustres qui, il y a quelques années, ont presque failli disparaître parce que les lustres n'étant plus à la mode et plus personne ne s'en occupant, à un moment, on s'est dit, on s'en fout complètement et il fallait qu'on crée une dynamique au service de cet objet magnifique qui nous accompagne pour les moments les plus importants de nos vies. Alors votre deuxième mission, à côté de partager, c'est transmettre un savoir-faire. Transmettre, je dirais que partager, c'est du quotidien qui enrichit votre vie et qui vous rend heureux. Transmettre, quand on est de métier d'art, c'est survivre. Donc évidemment, transmettre, toutes les boîtes de métiers d'art ont cette problématique de transmettre. Donc transmettre le savoir-faire, faire perpétuer, faire continuer, c'est survivre, c'est une évidence. Transmettre plus largement, c'est-à-dire transmettre la passion de la 911 aux petites filles et aux mamies qui viennent visiter l'exposition, ça c'est partager. Donc dans partager, il y a transmettre et dans transmettre, il y a partager.
Alors Régis, ce qu'on verra en premier quand on arrive à l'exposition à Gargas, c'est cette magnifique Porsche, la Porsche de Ferry. Ouais, c'est comme ça que beaucoup de copains à moi l'appellent, cette voiture. En fait, l'expo commence ici parce que ce sont les bâtiments historiques, les premiers que j'ai restaurés. On a la meule et les ateliers et une petite 911 de 65. Et en effet, comme vous venez de le dire, la fameuse 911 que tout le monde appelle la 911 de Ferry. En fait, c'est la première 911 S de l'histoire et c'est la voiture de presse. Et dans les photos de la voiture de presse, la photo qui est la plus connue, c'est Ferry Porsche assis sur le capot de la voiture comme ça. Je suis sûr que ça va évoquer beaucoup de choses aux personnes qui nous écoutent, car c'est quelque chose qui est extrêmement connu dans les livres Porsche. Ah, il y a du monde qui arrive, l'exposition va commencer dans quelques secondes à ouvrir, et donc le public va commencer par ici, et quelque part on va crescendo, ça veut dire qu'on commence 65-66 avec des tout petits gabarits, des toutes petites voitures qui sont vraiment le début du design, pour finir par ce que nous on connaît déjà, c'est-à-dire la surprise et ces énormes turbos avec ces roues d'avion, ces ailerons d'avion qui font de la concurrence d'ailleurs à l'aviation tellement on est dans l'aérodynamisme et le début d'aérodynamique dans l'automobile. Alors juste derrière vous, derrière les vitres, on aperçoit l'atelier. L'atelier dans lequel vous avez ici le début de la fabrication, c'est-à-dire les pièces qui sont assemblées avant la dorure. Donc là, c'est la ciselure, la monture, le brunissage, le polissage et tout le travail qui est fait. Et une fois que les pièces sont désassemblées ici, elles vont partir en dorure, en argenture, en finition pour aller dans le dernier bâtiment de montage où elles sont assemblées. Ce qui est sympa, c'est que le public en fait, est toujours plus ou moins obligé de traverser des ateliers pour voir les lustres, ce qui rend à la fois la visite vivante, mais qui rend aussi notre vie très sympathique, parce que toute la journée, nous avons du public qui viennent nous féliciter sur notre travail, que l'on voit sourire, que l'on voit pétiller, et ça nous fait plaisir parce que ça permet de partager avec ce public toutes ces anecdotes sur les lustres, le lustre de la marquise de Pompadour qui est là, que Louis XV va offrir à la marquise de Pompadour quand il va en tomber amoureux lors d'une partie de chasse. C'est celui qui est là. Et puis ce lustre qui est éclairé, que j'ai mis là pour l'exposition, il rentre d'un tournage de film. Alors lui, c'est une star, c'est le lustre de la chambre de Louis XV, dans le film où Louis XV est interprété par Johnny Depp, un film de Mai Wen. Ah oui. Et Mai Wen sera la comtesse du Barry. Et donc c'est un film que vous allez bientôt voir sur les écrans, vous penserez à mes lustres. Et encore une dernière anecdote, après je vous laisse, le grand arbre qui a poussé sur la GT1, qui est un lustre contemporain, en fait, la production l'a pris pour la chambre de Mai Wen, pour la chambre de la comtesse du Barry. Et je suis très fier que mes luminaires contemporains soient déjà assez intemporels pour illuminer Louis XV dans un film jusqu'à la GT1 aujourd'hui. Déjà des classiques. Déjà des classiques. Merci. Merci Régis. À bientôt.